Dans cette vidéo, nous allons parler de la dissolution des solides ioniques en solution. On va essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe quand on mélange tout ça. Et puis on va en voir les conséquences sur les concentrations des ions en solution, qu'on va appeler un petit peu plus tard des concentrations effectives. Donc là, on a vu en TP que lorsqu'on mettait un solide ionique, c'est-à-dire un solide dans lequel les éléments qui étaient liés ensemble étaient liés par des liaisons ioniques extrêmement polarisées, donc avec des charges partielles un petit peu partout, il y avait une très très grande solubilité dans les solvants polaires. Ça se dissolvait vraiment très très bien et totalement en général. Donc maintenant, pourquoi on observe ce mécanisme-là? Eh bien c'est ce qu'on va appeler la solvatation des ions en solution. Quand vous avez un solide ionique, donc encore une fois avec des liaisons ioniques extrêmement polarisées, donc avec des charges partielles partout, et bien si vous mettez ça dans un solvant polaire, c'est-à-dire un solvant dont les molécules possèdent aussi des charges partielles avec des pôles plus, des pôles moins, vous allez avoir des interactions de type électrostatique, des petites forces de Coulomb, donc autrement dit des plus qui attirent des moins, et réciproquement bien sûr. Et du coup, les petites molécules d'eau ici, donc qui correspondraient à notre solvant polaire, d'accord, vont se mettre partout autour d'un éventuel solide ionique. D'accord, donc là, on vous montrait l'exemple du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, comme tout solide ionique, il possède des charges partielles sur ces deux éléments qui sont liés. Et du coup, quand vous mettez ce solide en solution, les molécules d'eau vont venir s'agencer autour de ces deux éléments en se présentant différemment. C'est ce qui est représenté sur les deux schémas ici. Vous voyez qu'à côté du sodium, qui porte une charge partielle positive du fait de sa faible électronégativité, eh bien, les molécules d'eau vont s'approcher en présentant en premier leur atome d'oxygène, qui lui, d'après tout ce qu'on a vu en activité, porte une charge partielle négative. Et donc, vous allez avoir plein de petits atomes d'oxygène qui vont arriver comme ça partout autour de l'ion sodium et qui vont réussir à l'arracher à sa liaison ionique qu'il formait avec le chlorure. Puisque si de ce côté-là, toutes les molécules d'eau présentent leur atome d'oxygène en premier, eh bien, il faut s'imaginer que de l'autre côté, il y a le même mécanisme mais à l'inverse. C'est-à-dire que les molécules d'eau vont s'approcher, comme c'est représenté ici, en présentant en premier leurs atomes d'hydrogène, qui portent des charges partielles positives. Donc, de la même façon, l'élément chlore qui est dans le solide ionique chlorure de sodium va être attiré par ces petites charges de plus. Ce qui fait que cette liaison-là, elle va être cassée et on va se retrouver avec des ions Na+, et des ions Cl- dispersés partout en solution. Donc on aura bien dissous notre solide ionique. Ce mécanisme-là, donc qu'on appelle la solvatation des ions en solution, voilà, il permet du coup d'expliquer pourquoi quand vous avez un solide ionique ou un solide qui est tout simplement polaire, eh bien il va parfaitement se dissoudre ou parfaitement se mélanger avec un solvant polaire. C'est des interactions de type électrostatique. Alors maintenant, on va un petit peu voir le formalisme autour de tout ça. On commence par représenter cette dissolution, d'accord, avec une équation de dissolution. Donc là, si vous mettez n'importe quel solide ionique, d'accord, qu'on a appelé AX, où A et X seraient deux ions liés au sein d'un solide ionique électriquement neutre, quand vous le mettez en solution et que vous réalisez une dissolution, ce que traduit la flèche, qui veut dire transformation, eh bien vous allez vous retrouver en solution avec des ions à l'état aqueux, c'est-à-dire qu'ils ont été solvatés, ils sont séparés, ils sont dispersés partout, et ils ne sont plus liés. Et de ce fait, ils vont récupérer leur charge, d'accord? Et donc quand on écrit la dissolution d'un solide ionique, on part à la base d'un solide qui est électriquement neutre, donc on doit s'assurer que dans la solution, on retrouve bien une certaine électroneutralité, c'est-à-dire qu'il y a autant de plus que de moins dans votre solution. Donc autant d'ions positifs, qu'on appelle les cations, en petit rappel, que d'ions négatifs qu'on appelle les anions. Vous en avez deux exemples ici. Un premier avec le chlorure de calcium. Un ion calcium, deux ions chlorure.
c'est ce qu'on récupère bien ici, et vous voyez, Ca2+, on en a 1, Cl-, on en a 2. 2 charges moins pour une charge plus 2. Donc on retombe bien sur quelque chose d'électriquement neutre. Idem pour le sulfate de sodium au-dessus. Na2SO4, donc on a 2 ions sodium, un ion sulfate SO4 de moins, et bien ça se traduit avec l'apparition de coefficients stoichiométriques devant le sodium Na+. Donc vous voyez que dans un solide ionique, il peut y avoir, par exemple ici, un anion pour 2 cations, ou inverse ici, un cation, donc un Ca2+, pour 2 anions. Donc quand on dissout notre solide ionique, les ions se retrouvent dispersés en solution. Le chimiste il va chercher à quantifier la quantité de chaque ion qui sera présent en solution une fois que la dissolution aura été faite. C'est ce qu'on va appeler la concentration des ions en solution, ou plus rigoureusement, la concentration effective d'un ion en solution. Donc cette concentration effective, nous on notait les concentrations en quantité de matière petit c, les concentrations massiques Cm, et bien quand vous allez parler d'un ion qui a été obtenu en solution après dissolution, on va parler de concentration effective où on mettra l'élément chimique concerné par l'ion entre crochets. Cette concentration se calculera de la même façon. La quantité de matière de cet ion divisée par le volume total de la solution en litres. Donc si on commente un petit peu l'exemple que vous avez dans le cours, on vous parle de la dissolution justement du sulfate de sodium dont l'équation est juste au-dessus. Donc à l'état initial, avant la dissolution, on a notre solide ionique en quantité de matière N. On est avant la dissolution, donc pour le moment il n'y a pas d'ion en solution. À l'état final, c'est-à-dire une fois que le solide ionique est entièrement dissous, ça c'est très important, ça nous permet de déterminer l'avancement de cette dissolution, eh bien on va pouvoir écrire N-X max, l'avancement de la dissolution. On ne met pas de coefficient, je le rappelle, puisque là on part sur un seul cristal ionique, il n'y a pas de coefficient devant Na2SO4, donc N-X max égale 0. Ce égale 0, il découle du fait que le solide a été entièrement dissous et que on se retrouve avec une solution, donc un mélange homogène. Une fois que vous avez entièrement dissous votre solide ionique, eh bien vous avez dispersé les ions en solution qui vont se retrouver. Donc ici vous voyez, on a un coefficient stoichiométrique devant le sodium, donc à la fin de la dissolution, on aura 2 fois l'avancement maximal pour l'ion sodium et une fois pour l'ion sulfate, puisque là il n'y a pas de coefficient stoichiométrique devant. Donc pour calculer la concentration effective par exemple de l'ion sodium, on écrit l'ion sodium entre crochets et ça se calcule toujours de la même façon, quantité de matière divisée par volume total de la solution, donc la quantité de matière d'ion sodium une fois qu'on a dissous totalement notre solide ionique. Vous voyez qu'à l'état final, on a une quantité de matière de 2 fois l'avancement maximal. Donc 2x max, divisé par le volume total de la solution. On vous dit que ce 2x max, il devient 2 fois n. Pourquoi? Ici, c'est un petit peu plus simple que dans l'étude de l'avancement chimique des réactions qu'on avait fait au début d'année. Vous n'avez qu'un seul réactif, votre solide ionique. Donc c'est lui qui va forcément déterminer l'avancement maximal de votre réaction. On part du principe qu'il est entièrement dissous. On a donc n-x max qui est égal à 0. Autrement dit, l'avancement maximal, il est égal à la quantité de matière de solide ionique que vous avez dissous dans votre solution. N si je reprends les valeurs de l'énoncé. Donc ici, le 2x max sur V devient 2n sur V. Autre exemple avec la concentration effective de l'ion sulfate. Eh bien, quantité de matière de l'ion sulfate, on voit qu'après dissolution, on a une fois l'avancement, puisqu'à chaque fois, il y a un ion sulfate dans chaque cristal de Na2SO4.
Donc X max sur V, c'est égal à la quantité de matière de solide ionique dissous divisé par le volume de la solution. À la fin, on constate effectivement ce que traduit cette équation. Si vous comparez ces deux concentrations, pour la concentration de l'eau sodium, on a 2N sur V. Or, N sur V, c'est aussi égal à la concentration effective de l'ion sulfate. Donc, on peut se permettre d'écrire que la concentration de l'ion sodium sera égale à 2 fois la concentration effective de l'ion sulfate. Ça, c'est une conséquence de l'électroneutralité. On voit directement que à chaque fois qu'on dissout un cristal de sulfate de sodium, on libère 2 ions sodium en solution pour un ion sulfate. Et ça permet d'assurer l'électroneutralité de la solution. Donc c'est normal qu'à la fin, en termes de concentration, on ait tout simplement 2 fois plus de sodium que de sulfate.